Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022 s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Pour le retour d'expérience de Strasbourg, ce sera Arnaud Boyer de RCUE, qui est plutôt un exploitant de réseau de chaleur, mais bon, vous êtes aussi concepteur et vous mettez fabriquez l'installation et vous l'exploitez ensuite. Et puis pour le deuxième sujet, ce sera avec Adrien Letulier de la société Viessmann, qui est un fabricant d'équipements énergétiques et notamment de panneaux solaires d'un type particulier qu'on verra aujourd'hui, qui sont la nouvelle génération, adaptés au réseau de chaleur. Donc Arnaud, moi je vais vous donner la parole le premier. Vous avez la petite zapette et si vous voulez vous déplacer, c'est avec ça. Merci, bonjour à tous. Je suis resté assis toute la journée, donc je vais rester un peu debout, ça me fera du bien, circuler un peu le sang. Donc en fait, voilà, je voulais parler d'un sujet en fait qui est assez peu connu encore, mais qui va prendre de l'ampleur dans les années qui viennent et qui commence déjà sur des cas concrets à émerger sur nos territoires. C'est la valorisation de chaleur fatale. Donc en fait, le constat, il est relativement simple. À l'heure actuelle, on a des besoins de massifier la transition énergétique des territoires. On voit que les choses avancent, les choses vont dans le bon sens, mais pas toujours malheureusement au rythme où on le souhaiterait, que ce soit au niveau politique local, environnemental, ou que ce soit au niveau du respect des engagements climatiques qu'on peut avoir. Également, objectif d'une meilleure qualité de l'air en milieu urbain. Transition énergétique, une nouvelle fois, ne doit pas se faire au détriment de la qualité locale de qualité de l'air. On peut le voir, des fois il y a certains sujets qui sont décriés parce que même si au niveau émissions de carbone ils sont vertueux, ils peuvent avoir des contreparties où il y a des amalgames des fois qui sont faits sur certaines solutions énergétiques. Le but du jeu en tout cas c'est de ne pas traiter la transition énergétique des territoires, la décarbonation de l'énergie qui alimente les territoires, tout en obérant cet aspect qualité de l'air en milieu urbain. Obtenir un tarif de l'énergie compétitif pour les usagers, plus que jamais, on voit bien avec l'envolée du cours des énergies, que ce soit des énergies gazières, électriques ou tout ce qui peut être lié à l'aspect pétrolier également, ça devient vraiment un enjeu plus que jamais majeur d'arriver à contenir cette hausse des énergies et rendre compétitif le prix de la chaleur, que ce soit pour un usage une nouvelle fois résidentiel, pour des usages tertiaires et également pour des usages industriels. Chacun là-dedans est logé à la même ancienne. Il faut un prix de l'énergie compétitif pour avoir une nouvelle fois un ensemble cohérent au niveau énergétique. Et le dernier point, au-delà de l'aspect purement énergie, c'est la sécurité d'approvisionnement énergétique. Quand on parle à l'heure actuelle de risque de coupure d'alimentation énergétique, électrique, gazière pour cet hiver, indépendamment du prix, il s'agit de savoir si est-ce qu'on va avoir de la ressource pour alimenter nos territoires en chaleur demain ou après-demain. Et donc en fait, voilà, le constat par rapport à ça, il faut pouvoir y répondre et la chaleur de récupération, la chaleur fatale, comme on l'appelle, on va y venir un peu plus tard, répond à ces enjeux-là. C'est pas la seule, mais en tout cas, elle peut contribuer au mix énergétique décarboné des territoires. Qu'est-ce que la chaleur fatale ? Donc la chaleur fatale, c'est un mot des fois un petit peu barbare. Il y a un autre mot qui dit chaleur de récupération. Ça veut dire la même chose. Globalement, c'est une chaleur résiduelle qui est issue d'un process. Ce process n'étant pas spécifique à sa propre production. Je prends un exemple, un boulanger, il a besoin de faire cuire son pain. Une fois qu'il a fait cuire son pain, la chaleur du four part à l'atmosphère par les fumées. Il y a de la chaleur qui est émise et qui n'est pas bien souvent recyclée. Ça, on le retrouve un petit peu partout. On retrouve ça dans des fumées, dans des boucles de refroidissement, dans de la ventilation. Quand il s'agit de ventiler des locaux des fois chauffés, voire surchauffés, on est en capacité de récupérer des calories et de leur donner une deuxième vie
plutôt que de les émettre à l'atmosphère, on essaye de les capter et de les réutiliser. Chaque chaleur de récupération n'a pas la même valeur, n'a pas la même faculté à avoir un deuxième usage, puisqu'une nouvelle fois, ça dépend de puissance, de température, de données de temporalité, également de faculté et de facilité à réutiliser cette chaleur récupérée. Mais en tout cas, il y a un vrai potentiel, et un vrai potentiel massif, puisqu'on parle, pour les projets en tout cas qui nous concernent sur Strasbourg et les environs, de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de gigawattheures. Pour donner un exemple en termes de logement, c'est plusieurs dizaines de milliers de logements qui pourraient basculer sur ce mode d'alimentation énergétique complètement décarboné. Pourquoi complètement décarboné ? Puisqu'une nouvelle fois, ce n'est pas de la chaleur qui est produite pour un usage énergétique d'alimentation et de chauffage via des réseaux de chaleur. Il y a bien un usage premier qui est un usage industriel. Et donc, de fait, on ne consomme pas 1 mégawattheure de combustible supplémentaire par rapport à l'usage premier, qui est un usage industriel de cette chaleur-là. Donc c'est vraiment récupérer quelque chose qui est fatal, qui est inéluctable, pour lui donner une seconde vie, et de par le fait, c'est complètement décarboné parce qu'on ne consomme pas 1 mégawattheure de plus de combustible pour avoir 1 mégawattheure en bout de chaîne de chaleur récupérée. Classer meilleure énergie ENR par l'ADEME, pourquoi ? Une nouvelle fois, pour les raisons que je viens de vous donner là, ça ne nécessite pas plus d'installations thermiques de production, ça ne nécessite pas plus d'outils et de moyens sur le territoire pour la valoriser, si ce n'est que d'interconnecter des producteurs et des usagers. Donc c'est un petit peu simpliste comme raccourci, je dirais, puisqu'il y a un petit peu d'ingénierie, il faut aller capter ça, on le verra, j'ai quelques illustrations derrière. Mais en tout cas, il n'y a pas de chaufferie supplémentaire, il n'y a pas de moyens de production supplémentaires. Il faut bien donner une deuxième vie à de la chaleur déjà existante sur le territoire. Valorisable dans les réseaux de chaleur, pourquoi ? Parce qu'une nouvelle fois, on parle de grosses quantités d'énergie, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de gigawattheures disponibles par gisement. Et donc, dans ce cadre-là, il est rare de trouver à proximité un seul usager en capacité de valoriser cette chaleur de récupération, chaleur fatale, au bon niveau de température, au bon niveau de puissance, de manière continue tout au long de l'année. Les réseaux de chaleur, par rapport à ça, permettent de distribuer de la chaleur vers des industriels, vers des bâtiments tertiaires, vers des bailleurs sociaux, vers des copropriétés. Et donc, cette multiplicité d'usagers permet une nouvelle fois de valoriser cette ressource très peu utilisée jusqu'à présent. Besoin de massifier la transition énergétique du territoire, ça c'était le premier point. Donc en fait, sur l'Eurométropole de Strasbourg, il y a un objectif qui est très clair, c'est de dire à 2050, le souhait de la collectivité est d'avoir un territoire 100% décarboné, 100% énergie renouvelable et de récupération. Zéro CO2, donc ça rentre, tout comme plusieurs autres énergies renouvelables, dans le mix énergétique de chaleur complètement décarbonée disponible pour un territoire. Et ressources massivement disponibles, une nouvelle fois, tous les territoires n'ont pas le même potentiel, n'ont pas le même ancrage industriel sur leur territoire, mais en tout cas pour ce qui est du contexte qui nous concerne ici, strasbourgeois, et même si on peut élargir alsacien au sens un petit peu plus large, on est doté de pas mal d'industries sur le territoire. Donc cette capacité de donner une deuxième vie à de la chaleur par rapport à un process industriel, elle est réelle, elle est massive. Une nouvelle fois, ça peut concerner plusieurs dizaines de milliers de logements à hauteur des grandes métropoles alsaciennes. Le deuxième contexte, objectif d'une meilleure qualité de l'air en milieu urbain, il n'y a pas, une nouvelle fois, 1 mégawattheure de combustible, quel qu'il soit biomasse, qu'il soit fuel, qu'il soit gaz, qu'il soit ce que l'on veut, qui est utilisé pour produire cette chaleur-là. Donc une nouvelle fois, au niveau émissions, que ce soit émissions carbone, mais une nouvelle fois émissions particules potentiellement, on ne vient pas du tout émettre plus de particules à l'atmosphère que ce qui est utilisé pour le process industriel. Donc dans ce cadre-là, donner une seconde vie à cette chaleur-là n'émet absolument pas plus de particules fines, voire permet des fois de diminuer le nombre de particules fines. Je prends un exemple, on est des fois sur des systèmes de condenseurs surfumés. Au-delà du fait de récupérer de l'énergie, ça permet, qui plus est, de rendre les fumées encore plus propres, encore plus exonérées de particules fines avant de les émettre à l'atmosphère. Donc une nouvelle fois, au niveau aussi bien énergétique qu'environnemental, c'est vraiment quelque chose qui est en pleine ligne avec une valorisation locale de cette énergie-là. Pas de nouvelles installations de combustion, j'en parlais également. On va se pluguer directement sur les process industriels, on récupère cette chaleur-là et on la fait transiter dans des réseaux de chaleur pour alimenter des bâtiments tertiaires, des bâtiments de logement ou, une nouvelle fois, d'autres industriels qui ont des niveaux de température compatibles
avec cette valorisation-là. Obtenir un tarif de l'énergie compétitif pour les usagers. Le tarif en lui-même est compétitif. Pourquoi ? Parce que l'industriel, il vit déjà sa vie indépendamment d'une valorisation de cette chaleur de récupération. Donc en fait, on arrive à avoir des coûts, premièrement compétitifs, deuxièmement qui se décorrèlent de la volatilité des énergies gaz, des énergies fuel, des énergies électriques. Et donc dans ce cadre-là, ce qui permet vraiment de stabiliser l'énergie et sa facturation tout au long de sa vie. Quand on dit tout au long de sa vie, c'est des projets bien souvent qui ont une durée de vie de l'ordre 10, 15, 20, 30 ans. Et donc par rapport à ça, ça permet vraiment d'avoir une garantie, premièrement sur la compétitivité du tarif, mais deuxièmement sur sa moindre volatilité par rapport à d'autres sources d'énergie. Fiscalité avantageuse, quand on est sur des réseaux de chaleur, du moment où on a plus de 50% d'énergie renouvelable ou de récupération, on accède à des TVA à 5,5% plutôt qu'à 20%. Donc une nouvelle fois, ça permet de redonner, qui plus est, de la compétitivité et de l'attractivité à ce type d'énergie-là. Donc en fait, quand on fait la somme au niveau économique, le tarif en lui-même plus compétitif à la base, la volatilité mieux maîtrisée et une fiscalité avantageuse, il y a vraiment tous les atouts économiques en tout cas pour pouvoir faire ce choix-là, au-delà des aspects énergétiques et environnementaux qu'on a un petit peu traités au préalable. Sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique, on est dépendant d'entreprises locales. Et tant qu'à faire se peut, on essaye de ne pas se rendre dépendant d'une seule entreprise, d'un seul producteur. On essaie vraiment de foisonner les producteurs, d'avoir plusieurs producteurs, plusieurs industriels qui viennent alimenter un réseau de chaleur, et de l'autre côté, plusieurs usagers également qui viennent garantir l'enlèvement énergétique au réseau de chaleur. Ce qui permet vraiment d'avoir une énergie locale. La chaleur qu'on vient chercher, elle ne vient pas de plusieurs pays différents, mais elle vient vraiment de quelques kilomètres de distance par rapport à leur usage à terme, et de garantir son approvisionnement énergétique, parce qu'une nouvelle fois, personne ne met dans ce cadre-là tous ses œufs dans le même panier. C'est vraiment un foisonnement d'industriels qui viennent alimenter un réseau de chaleur, et ce réseau de chaleur-là dessert d'une nouvelle fois différents bâtiments du territoire. Il y a des aspects au-delà de l'énergie, bien sûr, puisque renforcement de l'implantation des industries sur le territoire, que ce soit en termes d'emplois locaux, que ce soit en termes de synergie, on arrive justement à faire en sorte que les industriels auprès desquels on valorise cette chaleur de récupération, cette chaleur fatale, regagnent en compétitivité pour certains et viennent une nouvelle fois ancrer un petit peu plus leur activité sur le territoire. Par rapport à ça, je voulais illustrer cette chaleur-là par un projet concret qui existe depuis 2021 sur le territoire, puisque notre structure, en partenariat avec le port autonome de Strasbourg et la Caisse des dépôts et consignations, a valorisé depuis 2021 ses premiers mégawattheures de chaleur fatale avec l'industriel Blue Pepper, un papetier sur la bande rhénane, un gros papetier. Et comment on a fait en fait avec le port autonome de Strasbourg? On étudie ça depuis 2015-2016 environ. Et on a réussi à avoir en fait des gisements relativement importants à des températures intéressantes. Quand je dis température intéressante, c'est de l'ordre de 90 degrés auprès du papetier, qui n'étaient pas utilisés. Ça partait directement aux oiseaux à partir d'une cogénération biomasse qu'ils utilisent pour produire de la vapeur pour leur process industriel, production de papier et de carton. Donc par rapport à ça, on a réalisé différents ouvrages. Ces différents ouvrages ont été des ouvrages, on va le voir tout à l'heure, de récupération de chaleur sur le site même de l'industriel, et ensuite d'interconnexion, c'est ce qu'on voit via les réseaux orange et les réseaux verts, de l'industriel vers certains réseaux de chaleur de l'Eurométropole de Strasbourg. Le premier que l'on voit, c'est la petite bulle orange, c'est un réseau qu'on appelle le réseau COP, c'est avec la SPLD de Rives, l'ancien site de production et de distribution de la COP Alsace, qui était implanté ici, qui se transforme à l'heure actuelle en écoquartier et en secteur tertiaire. Donc ces bâtiments-là sont alimentés depuis un an par justement cette chaleur de récupération. La clinique Réna à proximité est également alimentée directement à partir de la chaleur de récupération de l'industriel Blue Pepper. Et le quartier du Wacken, tout le secteur du Wacken avec son réseau de chaleur alimenté initialement avec la centrale biomasse derrière le lycée Kléber, à quelques dizaines de mètres d'ici, c'est également interconnecté pour permettre de poursuivre son développement avec cette chaleur de récupération industrielle.
Le bâtiment dans lequel nous sommes ici présents est également interconnecté à ce réseau-là. Et donc, Blue Pepper, l'industriel papetier, contribue à chauffer le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et également de multiples autres bâtiments, puisque le réseau du Wacken est en train de se développer sur Schiltigheim notamment, avec l'interconnexion. À l'heure actuelle, il y a des travaux sur Schiltigheim, c'est le réseau Fischer et le CMCO qui sont en train de se raccorder à ce réseau-là. Donc on voit vraiment que ça permet de créer des artères énergétiques et de cheminer sur le territoire à partir d'opportunités de valoriser de la chaleur décarbonée d'un industriel. Ça ne se fait pas sans investissement et sans durée temporelle. Ici, il est précisé, 22 km de réseaux interconnectés, des ramifications diverses et variées. Pour donner un exemple, il y a également RCUA a été le lauréat en fait, d'une grosse délégation de services publics portée par le métropole de Strasbourg sur Strasbourg Centre. Donc c'est un gros réseau de chaleur qui alimente une cinquantaine de milliers d'équivalents logements. Réseau de l'Esplanade, réseau de l'Elzo qui ont fusionné, qui vont alimenter tout le secteur qu'on voit de Strasbourg ici présent. Et donc il y a une branche spécifique à ce réseau-là qui va être également tirée pour aller alimenter ce réseau. En 2023, ça sera déjà quelque chose d'opérationnel pour une nouvelle fois continuer la ramification du territoire au niveau du réseau et valoriser encore plus de chaleur de récupération auprès des industriels. Blue Pepper est le premier industriel avec lequel on a contractualisé pour valoriser cette chaleur de récupération. Il y en a 4 ou 5 autres qui sont en voie de le faire. Il y en a même certains qui vont être, c'est une question de jours avant qu'ils viennent justement valider leur raccordement à ce réseau-là. À terme, la volonté, c'est d'avoir une nouvelle fois entre 5 et 10 peut-être potentiels industriels qui vont alimenter ces différents réseaux-là. Et puis de l'autre côté, des usagers divers et variés pour valoriser cette chaleur-là. Sur l'aspect une nouvelle fois technique, là on voit sur la photo à gauche de la présentation l'équipement en fait qui est venu se plugger sur la cheminée de l'industriel Blue Pepper pour récupérer la chaleur présente dans les fumées à 2 niveaux de température. On a un économiseur qui valorise de la chaleur plutôt haute température, 90-95 degrés, directement utilisable par le réseau de chaleur. Ça représente en données chiffrées à peu près un potentiel d'une 30-35 gigawattheures par an. Et également, on a un niveau de valorisation plus basse température sur de la condensation sur les fumées, sur lequel on est là à peu près 60-70 gigawattheures par an récupérés, mais qui nécessite d'être rehaussé en température avec des pompes à chaleur haute température, ce qui est un petit peu moins optimal dans le contexte actuel, puisque le prix de l'électricité a très largement augmenté par rapport à la période où le projet avait été lancé. Donc on essaye plus de favoriser les usages directs de température directement compatibles avec le réseau, plutôt que des potentiels de basse température à rehausser à cause du coût des énergies et notamment du coût de l'électricité qui pourrait être nécessaire à rehausser une partie de la chaleur. Donc là, on est bien sur de la chaleur directement récupérable sur cette cheminée-là. Cheminée que vous pouvez voir quand vous regardez le port autonome de Strasbourg, c'est la cheminée la plus haute de tout le port, c'est celle de l'industriel Blue Pepper. Ça a nécessité environ 4 à 5 millions d'euros d'investissement de la part de l'industriel, et pour RCUA, RCE, environ 27 millions d'euros d'investissement pour interconnecter les différents réseaux de chaleur et permettre la valorisation de cette chaleur sur tout le territoire. Qui dit distribution, dit réseau, forcément. Donc il y a eu énormément de réseaux de distribution qui ont été tirés. Là, on voit notamment au niveau du port autonome toute la ramification qui a servi à venir interconnecter les installations présentes sur le quai Jacques-Cousteau. Donc c'est des choses, sauf pendant les travaux, par la suite, vous ne les voyez plus normalement, sauf si ça fuit, mais ça, c'est normalement assez rare, de par le fait où c'est complètement intégré aux voiries et complètement enterré. À titre d'exemple, peut-être certains d'entre vous connaissent un peu ce lieu-là, le parc de l'Orangerie, également pas très loin d'ici, et en train d'être connecté à ce réseau-là également. C'est pour ça qu'il y a des travaux au niveau du parc de l'Orangerie actuellement, pour notamment interconnecter les serres de l'Eurométropole de Strasbourg, et puis à terme également le pavillon Joséphine ou le bowling, une fois que celui-ci sera rénové. Là, on voit le passage de l'ouvrage d'art, c'est le pont Brousse. En fait, on est en face de l'église orthodoxe qu'on distingue un petit peu au fond. Et donc, c'est un pont qui nous sert à faire transiter. On a accroché les tubes à ce pont-là et faire transiter du secteur port autonome de Strasbourg vers le secteur du quai Jacques-Cousteau et ensuite cheminer vers le réseau du Wacken. Donc voilà, c'est pas un long fleuve tranquille de faire cheminer de la chaleur. Il y a des ouvrages d'art nombreux et variés.
La photo de droite, c'était des travaux de nuit pour interconnecter la clinique Réna, notamment. C'est des travaux qui ont dû être faits, bien sûr, en garantissant un accès 24/24 aux urgences de la clinique. Ça va de soi. Mais en tout cas, voilà, c'est toute une organisation un petit peu spécifique. Mais c'est pour vous montrer que même si les principes de récupération, de chaleur de récupération sur un industriel sont finalement assez simples, il y a ensuite un gros travail pour venir distribuer cette chaleur au niveau des territoires. Et c'est peut-être ça, finalement, le plus complexe dans l'histoire. Je reviens juste là. Là, c'est les installations, une nouvelle fois, de distribution. On voit des pompes, on voit également, tout en bas, une pompe à chaleur haute température pour rehausser en température de la chaleur de condensation. Donc ça, c'est des installations qui sont présentes sur le site de l'industriel Blue Pepper et qui servent, une nouvelle fois, à conditionner cette chaleur-là et à la distribuer sur différents réseaux de l'Eurométropole de Strasbourg. Sur les retombées du projet, les perspectives, donc la phase 1, c'est celle que je viens de vous présenter un petit peu maintenant. On raccorde un industriel qui contribue au mix énergétique de 3 réseaux de chaleur distincts. Et par rapport à ça, il y a un usage aussi bien au niveau d'industriels, d'écoquartiers, de bailleurs sociaux ou de bâtiments tertiaires. Des industriels, je peux citer notamment le groupe Soufflet, qui a interconnecté depuis cet été ses malteries. Donc par rapport à ça, c'est une quarantaine de gigawattheures décarbonés qui vient servir à sécher les céréales et les maltes de différents industriels. Il y a également, une nouvelle fois, je l'ai cité, des exemples de cliniques, de bâtiments de bailleurs sociaux ou de bâtiments de la collectivité qui sont raccordés à ces différents réseaux-là. La phase 2, c'est de continuer à augmenter le nombre d'industriels raccordés à ce réseau de chaleur-là, pour premièrement augmenter la capacité du réseau, mais également diminuer le risque. Qui dit un seul producteur, dit un risque si celui-ci devait à terme fermer. Donc quand on a 4 à 5 industriels, très clairement, on s'exonère de ces aspects-là. Augmenter la capacité, puisqu'on est sur des volumes de l'ordre de 4 à 500 gigawattheures valorisables à terme. Quand je dis à terme, c'est d'ici 2025-2026 environ. Ce qui représente 60 000 équivalents logements qui pourraient être alimentés de manière complètement décarbonée sur le territoire. Projet évolutif dans sa conception, puisque la situation actuelle n'est pas celle d'hier et encore moins celle de demain. Donc il faut qu'on puisse raccorder de nouveaux usagers, raccorder de nouveaux producteurs, faire évoluer les réseaux sur leur pilotage également. Projet de stockage énergétique, là c'est un vrai enjeu pour le territoire. Globalement, un industriel, il consomme et il produit de la chaleur de manière relativement linéaire tout au long de l'année pour la plupart d'entre eux. Par contre, on est sur des besoins relativement climatiques au niveau des usages, que ce soit des cliniques, des bâtiments tertiaires ou des bâtiments à usage d'habitation. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à rephaser cette production relativement linéaire par rapport à une consommation qui ne l'est pas du tout. Et le stockage énergétique est vraiment un des enjeux de la transition énergétique de demain pour y répondre. Usage de l'intelligence artificielle pour maximiser la couverture en énergie renouvelable. On en arrive, quand on est sur des sites multiproducteurs, multi-usagers, un petit peu aux limites de ce qu'on est en capacité de faire avec des logiciels classiques, on va dire, ou avec un pilotage humain. L'intelligence artificielle, par rapport à ça, même si elle ne pilote pas nos installations, permet de venir maximiser les taux de couverture en énergie renouvelable en optimisant une nouvelle fois l'usage de la chaleur de la bonne manière au bon moment. La digitalisation et l'optimisation du pilotage des réseaux, c'est un peu une corollaire du point précédent également. Le but du jeu n'est pas de balancer de l'énergie, si je vais parler un petit peu vulgairement, à fond tout le temps, mais vraiment le juste besoin, au juste moment, en fonction des usages. Donc par rapport à ça, très clairement, la chaleur fatale est un vrai enjeu de transition énergétique du territoire, parce qu'elle ne nécessite pas plus d'installations de combustion que ce qu'il y en a actuel sur le territoire. C'est valoriser une ressource qui est déjà présente et lui donner une seconde vie. Au niveau aussi bien environnemental, qualité de l'air, c'est un vrai enjeu également. Et au niveau indépendance énergétique et compétitivité de la chaleur sur le territoire, c'est un vrai atout, notamment pour de l'implantation d'industries, mais également pour de l'implantation de bâtiments tertiaires ou d'usagers à proximité de ces industriels-là. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a éventuellement des questions ou si on prend ça. La parole est à la salle. Bon, vous avez beaucoup parlé. Ça veut dire que vous avez dit beaucoup de choses. Voilà. On va passer au deuxième retour d'expérience qui se passe dans un contexte complètement différent. Ce n'est pas une grande agglomération, mais c'est quand même une collectivité qui est déjà très structurée en matière de réseau énergétique. Et ça se passe en Allemagne. Donc à vous, Monsieur Le Tulier. Merci, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait de l'intégration du solaire thermique dans le réseau de chaleur. Donc dans le cadre de
du déploiement de produits donc, de Viessmann France en solaire thermique. Le projet se passe donc à Lemgo en Allemagne. Bon, j'aurais bien aimé vous montrer où ça se situe. Ça se situe dans le nord de l'Allemagne, au nord de la Hesse, dans le Rhénanie du Nord-Palatinat. Donc Lemgo est une petite commune universitaire et qui disposait déjà à l'origine d'un réseau de chaleur. Cette commune-là, elle a souhaité moderniser son réseau de chaleur qui comptait déjà une cogénération à l'aide du programme d'aide qui s'appelle IKWK en Allemagne. Donc KWK, c'est l'acronyme pour, attention mon allemand n'est pas très bon, Kraftwärmekopplung, donc qui correspond en fait à la cogénération gaz. Donc ce programme IKWK, pour avoir des cogénérations subventionnées en Allemagne, demande au moins d'avoir 35% d'énergie renouvelable sur le projet, pour pouvoir subventionner jusqu'à une hauteur de 12 centimes par kilowattheure l'énergie produite par la cogénération. C'est pourquoi la ville de Lemgo a décidé d'installer 2 générateurs complémentaires qui sont le solaire thermique et aussi la pompe à chaleur. Donc cette pompe à chaleur-là, ce sera une pompe à chaleur de 1 MW thermique. Et en solaire thermique, il a été décidé d'installer une installation de 9500 m² en kilowattheure crête. Donc dans le cadre de ce programme IKWK. Donc au niveau de ce qui a été réalisé dans la partie solaire thermique, donc on a décidé d'implanter un champ solaire thermique à proximité d'une station d'épuration qui va être progressivement démantelée. Cette station d'épuration, en fait, elle possédait un terrain autour qui était vacant et qui était destiné en fait à une éventuelle extension de cette station-là et qui était pour l'instant pas utilisé. Donc on avait 17 000 m² de surface au sol. On a pu implanter jusqu'à 9500 mètres, donc 9181 m² de surface de capteur. Donc là, on parle en surface brute, c'est-à-dire la surface totale du collecteur, en orientation nord-sud, donc ce qui était assez favorable aussi vis-à-vis des capteurs et de l'exposition. En plus de ça, donc, afin de pouvoir avoir au moins un stockage journalier, donc ce qui permet d'utiliser la chaleur donc, au moment opportun, donc c'est-à-dire où on aura des pics de consommation, c'est-à-dire le matin et le soir, ce qui ne correspond pas du tout au moment où on va produire la chaleur, justement, qui se situe généralement en pleine journée pour du solaire thermique. Donc on a mis en place un stockage solaire de 3000 m3 qui permet de stocker la production journalière du champ de capteurs afin de l'utiliser au cours de la nuit jusqu'au lendemain matin. Ce qui en résulte, donc, vous avez en fait l'installation d'injection au-dessus qui est décrite. Donc, ici, c'est l'exemple de ce qu'on a sur l'installation de régulation de la centrale de solaire thermique. On a 750 watts par mètre carré de production en jour d'été, ce qui nous permet d'injecter environ à 90 degrés sur le réseau de chaleur. Donc ça nous laisse pas mal de flexibilité aussi au niveau des points d'injection. Et on a décidé donc de s'injecter au niveau du bord ouest du réseau de chauffage urbain. Les besoins minimaux du réseau de chaleur en été sont de 5 MW, donc ce qui correspond environ à la puissance crête de notre installation solaire. Donc on n'aura pas de cas de surproduction sur cette installation-là, ce qu'on recherchait à faire pour pouvoir optimiser justement l'utilisation de la chaleur solaire. En bas, vous voyez le diagramme de besoins de l'installation, donc avec les besoins les plus faibles aux périodes donc juin, juillet, août. Et la part solaire donc, qui est assez faible. Donc l'installation solaire permet de faire un surplus, mais pas de faire la majorité de la chaleur nécessaire à l'installation. Donc pour un taux de couverture de 3% à l'année. Au niveau des capteurs solaires qu'on a mis en place, c'est des collecteurs à tubes sous vide. Donc on a en général deux types d'installations principales pour les 2 technologies principales pour les capteurs solaires. Donc on a les capteurs plans et les capteurs à tubes sous vide. L'avantage principal donc, des capteurs à tubes sous vide, c'est qu'on va pouvoir monter un peu plus haut en température car on a des pertes assez faibles au niveau du capteur, notamment parce que l'absorbeur de ce dernier se trouve à l'intérieur d'un tube qui a été lui-même tiré au vide. Ça permet notamment de limiter assez fortement les pertes par convection du capteur. Donc le capteur en lui-même, il est constitué en fait de 2 pièces principales.
donc qui sont le collecteur, donc c'est le boîtier que vous voyez en haut, dans lequel on va faire passer en fait le collecteur principal qui est en cuivre. Alors ici c'est un tube en DN40 dans lequel va circuler le glycol ou alors l'eau, en tout cas le fluide colporteur de l'installation. Et à travers ce collecteur-là, on va venir piquer donc des tubes sous vide qui sont eux en fait qui sont constitués d'un absorbeur. Donc l'absorbeur c'est la partie bleue noire que vous pouvez voir ici, qui est constitué d'un matériau destiné à avoir la plus grande absorptivité possible pour pouvoir capter un maximum d'énergie solaire. Ce dernier est inséré dans un tube en verre qui a été tiré au vide afin de limiter les pertes. Sur les capteurs de type tube sous vide, on a deux sous-technologies qui sont le passage à tube direct et le passage en caloduc. Ici, on est sur du caloduc, donc c'est-à-dire que la partie caloduc dans laquelle circule un fluide qui se trouve être de l'eau, donc vous voyez qui est sous l'absorbeur, est totalement découplé hydrauliquement de la partie collecteur principal. Ça permet notamment lors des opérations de maintenance ou si jamais il y a du bris de verre sur les capteurs de pouvoir changer les tubes sans avoir besoin de vidanger l'installation de solaire thermique. Donc ici vous avez en dessous vous avez un exemple d'installation. Donc ici c'est à l'Institut national d'énergie solaire en Savoie sur leur toit, donc où on a 300 mètres carrés de capteurs à tubes sous vide. Pourquoi on a choisi donc les capteurs à tubes sous vide ? Parce qu'on a, donc vous voyez ici les courbes de rendement. Donc à delta T important, en fait, on a encore un rendement acceptable, ou du moins un bon rendement, qui nous permet d'aller sur des installations qui vont demander des températures de fonctionnement élevées, notamment du process industriel ou alors de la chaleur sur réseau de chaleur. Ça nous permet aussi de nous donner la flexibilité nécessaire pour l'injection sur le réseau de chaleur. En plus de ça, donc, il y a eu l'installation d'une pompe à chaleur. Donc ici, on est sur une typologie de pompe à chaleur assez peu commune, qui est une pompe à chaleur qui marche sur un flux de rivière. Donc on va pomper l'eau de rivière. Donc vous voyez, c'est la photo d'en haut. On a une grille qui permet de récolter l'eau, même en période basse. Donc ici, on est en août, en pleine canicule. Donc on arrive quand même à avoir de l'eau à ce niveau-là. Et pour une production donc, de 1 MW sur la pompe à chaleur. La pompe à chaleur est capable d'avoir des températures de départ jusqu'à 85-95 degrés. Et enfin, donc, le cœur de l'installation, celui pourquoi l'installation a été subventionnée, donc c'était deux installations de cogénération de 2,5 MW chacune, qui ont un rendement électrique de 44,5%. Donc, dans le programme IKVK, c'est ces installations-là qui vont être subventionnées au niveau de la revente d'énergie. Donc nous, on est surtout concerné, Viessmann, par la partie solaire thermique. Donc au niveau de l'installation, donc on a sur le champ solaire, pour pouvoir suivre toute la production, on a un automate qui s'appelle VitoControl que vous voyez sur la photo d'en bas, qui permet de suivre tout le productible et aussi tout l'échangeur de chaleur, les températures et les pressions qu'on a, et aussi de faire aussi de la maintenance prédictive à distance. Donc cette installation-là nous a permis de suivre notre productible. Donc on a atteint au 6 septembre 2022 donc 3544 MWh, sachant que dans le programme IKVK, on devait respecter un rendement annuel qui avait été simulé et qui nous contraignait en fait à respecter ça sous peine de devoir payer des pénalités. Donc ce rendement annuel simulé était de 3319 MWh. Donc, dans le cadre de l'aide, ce qui a largement été rempli en fait, et ça s'explique notamment par le fait que, comme vous le savez, l'année dernière, enfin cet été a été extrêmement chaud. Donc dès septembre, en fait, on avait atteint le rendement annuel prévu. Pour la pompe à chaleur, pareil, on avait aussi un productible qui avait été demandé. Donc ça avait été aussi rempli du côté de l'industriel qui se chargeait de la partie pompe à chaleur. Donc au niveau du bilan et des perspectives et des idées qu'on a pour le solaire thermique, donc ça nous a permis en fait d'avoir une hybridation, une chaleur renouvelable disponible toute l'année et surtout de profiter donc d'une source d'énergie qui est fiable et qui ne risque pas d'avoir trop de volatilité des prix qui se trouve être le solaire thermique. On a des coûts de la chaleur qui sont faibles, qui sont alors attention, c'est des prix allemands, hein, donc qui sont assez faibles et qui sont surtout prévisibles dans le temps, parce qu'ils sont uniquement dépendants de l'entretien et de la maintenance de l'installation, qui est assez peu coûteuse.
et une fiabilité importante. Donc, sur ce type d'installation-là, ça fait maintenant 30 ans que notre équipe en Allemagne propose ce type d'installation-là. Ils avaient commencé par les installations au Danemark, donc, que vous connaissez peut-être. Et désormais, donc, on a un marché qui se développe énormément sur la partie allemande. Donc là, on a des personnes et notamment des équipes qui sont capables de dimensionner ce genre d'installation de manière fiable et qui ont un grand retour d'expérience sur cette typologie de produit-là. Et enfin, le dernier point, c'est que surtout, on ne produit pas de CO2, donc on a très peu de taxes. En plus, c'est un produit qu'on fabrique en France à Folquemont, donc ce qui nous permet en fait d'avoir une solution décarbonée. Un exemple concret d'une journée au mois d'août. Donc ici, on a les installations de cogénération. En fait, on constate que grâce au solaire thermique et à la pompe à chaleur, on les démarre que dans les périodes de pic. On en démarque 3. On démarque 3 cogénérations du réseau de chaleur, alors que sur le réseau complet, nous avons 9 cogénérations. Donc après 5 mois, notre équipe en Allemagne est très satisfaite, sachant que c'est notre premier projet sur cette typologie de capteur-là, qui est le capteur à tube sous vide. On a réussi surtout à mettre en place l'installation dans les temps impartis, à avoir le productible nécessaire et avoir une interaction entre les 3 types de production qui se trouvent être la cogénération, la pompe à chaleur et le solaire thermique qui marche parfaitement. Donc on est assez content du résultat, et surtout vis-à-vis des prix de l'énergie. Donc ça, on ne l'avait pas prévu, mais dans le contexte actuel, la ville de Lemgo est assez contente d'avoir recours à de la pompe à chaleur et du solaire thermique vis-à-vis des prix du gaz, notamment pour la partie cogénération. Les axes d'amélioration qu'on a repérés, donc vous avez vu aussi que le taux de couverture de cette installation-là est assez faible, notamment parce qu'on avait une problématique au niveau de la taille du terrain, donc qui n'était pas forcément très grande, donc 17 000 m². Ce qu'on pourrait faire pour augmenter les taux de couverture, c'est passer plus sur du stockage journalier, mais plutôt favoriser du stockage saisonnier. Dans ce cas-là, l'idée, c'est de dimensionner la taille du stockage pour avoir, en fait, pour pouvoir prendre en compte toute la chaleur résiduelle qu'on aura produite dans la période estivale et qu'on ne va pas utiliser. On pourra la stocker et la réutiliser donc en septembre, octobre, novembre et décembre. La grosse contrainte de ce type de stockage, c'est que ça demande un stockage énorme, donc ce qui peut provoquer du surcoût. C'est pour ça aussi que vous aviez vu que les prix qu'on donnait sur la partie, sur des taux de couverture importants, va un peu augmenter. Mais ça permet en fait de mieux utiliser l'installation et surtout de pouvoir la dimensionner de manière un peu plus importante, parce que souvent, sur ce type d'installation-là, on est limité par les besoins estivaux. L'idée, quand on est sur du stockage journalier, c'est de ne surtout pas dépasser la consommation qu'on aura en journée estivale pour éviter de surproduire. Donc ici, c'est un exemple de stockage saisonnier qu'on a réalisé donc, au Danemark, donc notre équipe allemande a réalisé. Où au centre, en fait, vous voyez, c'est un stockage donc, qui s'appelle PITES, donc c'est un stockage sous forme de cuve enterrée. Et sur ce stockage-là, donc avant, à titre de comparaison, on avait 9180 m² pour 3000 m³ de stockage. Ici, on est sur 122 000 m³ de stockage. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus important, mais on a un taux de couverture d'environ 40%. Donc ça a permis en fait de réutiliser la chaleur sur les mois d'octobre, septembre et novembre pour ce réseau qui se trouve à Graz, donc au Danemark. Donc si vous avez des questions, allez-y. Merci pour vos 2 présentations. Olivier Ribazin de l'Eurométropole. Donc, je connais le réseau Airpass un petit peu pour en avoir visité. Ma question par rapport à vos 2 présentations et peut-être aussi axée avec ce qui a été présenté en deuxième, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui des projets de puissance plus petite ou qui serait intéressant d'étudier sur des réseaux de chaleur. Voilà, pour l'Eurométropole, moi je pense à des communes de 2e périphérie qui n'ont peut-être pas de réseau, mais qui ont peut-être un industriel ou des sources de chaleur ou d'énergie moindres, mais qui pourraient être intéressants à étudier. Oui, en fait,
il y a un ratio qui est très clair, en fait, c'est là ce qu'on appelle la densité énergétique. Sur un réseau, la densité énergétique, comment on la considère? En fait, c'est les mégawattheures desservis par le réseau divisé par les mètres linéaires de tranchées nécessaires à distribuer la chaleur. Et en fait, par rapport à ça, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'ADEME, sans laquelle quasiment aucun projet de réseau de chaleur ne sortirait de terre, ne subventionne pas les projets si on est inférieur à 1,5 MWh par mètre linéaire. Et ce qu'on constate, nous, en termes d'exploitants, c'est qu'en deçà de 2,5 MWh par mètre linéaire, c'est déjà compliqué. Donc en fait, globalement, en dessous d'1,5 MWh par mètre linéaire, c'est pas la peine. Entre 1,5 et 2,5 MWh, faut le regarder, ça peut être oui, ça peut être non. Et au-delà de 2,5, il y a une viabilité. 2,5, c'est combien d'équivalents logement? Il n'y a pas d'équivalent logement en fait. Par rapport à ça, c'est un ratio entre des consommations. Ça peut être un bâtiment, ça peut être un ensemble immobilier, ça peut être un écoquartier, ça peut être une ville, ça peut être un ensemble de villes, divisé par le nombre de mètres linéaires de tuyaux. Donc en fait, nous, on a des écoquartiers. Je pense le quartier d'Adelshofen à Schiltigheim, par exemple. C'est 200 logements, donc c'est pas énorme. Par contre, le réseau a un vrai intérêt environnemental et économique parce qu'il y a une vraie densité d'usage sur ce réseau-là. On a, à l'inverse, des réseaux de chaleur qu'on a repris en exploitation, qu'on n'avait pas conçus, mais dans le sud Alsace, qui sont inférieurs à l'heure actuelle en 1 MWh par mètre linéaire de tranchées. Pendant 10 ans, c'est des réseaux qui ont vécu sous subvention publique, donc ça, c'était à perte. Et à l'heure actuelle, nous, on les a repris dans le cadre d'une délégation de service public. Et pourquoi on les a repris? Parce que dans la même délégation de service public, il a été mis un autre réseau à concevoir, beaucoup plus dense, beaucoup plus gros, qui venait globalement éponger les pertes du premier. Mais donc voilà, ces ratios-là sont vraiment les ratios primordiaux à intégrer pour la viabilité technico-économique d'un projet. Donc vouloir faire un réseau isolé pour une commune périphérique, c'est pas forcément la bonne idée. Il vaut mieux tout interconnecter. C'est des facultés d'interconnexion. Vous aviez ça peut être viable, mais ça se regarde. Transfrontalier entre quels, donc pour faire le lien entre la chaleur de récupération, la chaleur fatale et donc des usages, en fait sur quels, si on regarde, il n'y a quasiment pas de besoin pour un réseau de chaleur. Il y a un gros industriel qui produit des granulés bois juste à côté de la BSV, mais sur la ville de Kehl en elle-même, c'est très pavillonnaire. Il n'y a pas vraiment de sens à avoir un réseau de chaleur. C'est très compliqué de faire émerger un réseau de chaleur sur ce périmètre-là. Tous les besoins sont côté français, sur lequel la densité énergétique et les besoins thermiques sont beaucoup plus importants. Tout le sens de ce projet-là, d'avoir un producteur d'un côté et les usagers de l'autre, c'est parce qu'à la base, côté allemand, il n'y a pas forcément la capacité de faire émerger un vrai réseau de chaleur par rapport au potentiel de valorisation de la Syrie allemande. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bon, moi, j'ai vu que dans vos deux présentations, on parlait quand même de stockage. De stockage même d'une certaine durée. Donc, est-ce que c'est une contrainte nécessaire à terme quand on arrivera à maturité, quand on aura raccordé les choses entre guillemets les plus rentables? Est-ce que on ne pourra pas faire sans stockage, j'imagine? En tout cas, sur la partie solaire thermique, c'est vrai que si on veut atteindre des taux de couverture assez importants, on a en général besoin de faire appel à des stockages assez importants ou alors de trouver les bons réseaux de chaleur qui vont avoir des gros besoins constants en même moment que le solaire thermique, donc qui est quand même une énergie intermittente. Donc ça nécessite vraiment une étude à chaque fois, et en particulier sur le solaire thermique où je reprends la question de monsieur sur le milieu rural. On a fait des réseaux en milieu rural, mais pareil, c'était plutôt en Allemagne. On a des petits réseaux, des petits champs de capteurs de 3000 m² sur des villages, par exemple à Menzberg ou à Moussach, là où on a des tailles de réseaux qui sont assez petites, c'est 150 points de puisage à peu près. C'est assez allemand, comme je ne pense pas qu'on retrouve trop ça en France. Mais ça existe. Par contre, ça demande toujours des études de faisabilité à l'avance.
Et c'est avec le solaire thermique, c'est surtout condition la disponibilité du terrain. Forcément, le prix du foncier va jouer énormément sur une installation de solaire thermique, ou en tout cas la disponibilité d'un terrain, par exemple. Certains terrains sont assez favorables, les friches industrielles par exemple pour le solaire thermique. On a aussi des cas d'installation en Allemagne où on se retrouve dans des bretelles d'autoroute, ce qui marche. C'est des terrains dont pas grand monde ne veut, donc qui sont assez valorisables aussi. C'est toujours, c'est pour le solaire thermique, malheureusement, on n'a pas vraiment de réponse toute faite. C'est vraiment du cas particulier. Pour compléter sur le stockage, effectivement, nous, donc on conçoit des solutions thermiques. On exploite de tout type, de la biomasse, du solaire, de la géothermie, de la récupération de chaleur sur industrielle. On ne conçoit pas une seule installation sans avoir une réflexion sur le stockage énergétique. Et personne qui travaille dans les énergies renouvelables devrait concevoir une installation sans avoir du stockage énergétique adossé à la production. Tout simplement parce que le stockage permet de lisser les appels de puissance, permet de lisser également les capacités en temporalité. On en parlait, c'est vrai pour le solaire, mais c'est vrai pour quasiment tous les types de production énergétique. Et ça évite également d'empiler des moyens de production les uns par-dessus les autres, parce qu'on a des besoins sur des monotonnes de puissance thermique très climatiques, et donc pour couvrir certains besoins, on serait obligé d'empiler les puissances thermiques de production, alors que si on arrivait à lisser les choses grâce au stockage énergétique, ça nous permettrait, aussi bien économiquement qu'environnementalement, d'avoir des bien meilleurs résultats. Donc le stockage énergétique, c'est vraiment un des enjeux majeurs de l'énergie d'aujourd'hui et de demain. Et je pense vraiment que ça va venir en grande partie se substituer aux réflexions sur la production, ou en tout cas venir compléter les réflexions sur la production, de comment on utilise la bonne énergie au bon moment, aussi bien économiquement qu'environnementalement. Et le stockage en ça doit pouvoir répondre à ces sujets-là. On a passé le temps, donc je ne voudrais pas éviter la dernière question s'il y en a une. Sinon, je remercie nos deux intervenants, Monsieur Le Thulier et puis Arnaud. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, très clair. On voit qu'on est au début aussi de quelque chose qui n'a pas 20 ans de maturité industrielle quand même sur ces sujets liés aux énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur. Merci. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouver tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.